Bonjour à toutes et à tous, et je tiens tout d'abord à remercier le professeur Alain Supiot de m'avoir invité à participer à ce colloque. Parler de l'alerte en 20 minutes, parler du droit des lanceurs d'alerte en 20 minutes, c'est un peu comme vouloir visiter Paris en 24 heures. Il y a des choix à faire pour Paris, ce sera peut-être visiter la cathédrale Notre-Dame, aller voir l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées et monter au haut de la Tour Eiffel. Donc je vais devoir faire, je dirais, une communication un peu en pointillé, puis avec de grands sauts, mais vous trouverez la totalité de mes réflexions dans les actes de ce colloque qui seront publiés. Alors, tout d'abord, je vais quand même prendre un peu de temps pour donner des définitions, pour dire de quoi on parle. L'alerte désigne généralement un signal qui prévient d'un danger imminent. En soi, elle n'est pas propre à la société des hommes. Nombreuses sont les autres espèces vivantes qui la pratiquent et lui doivent leur survie. Depuis des millénaires, les hommes mettent à leur profit la capacité des animaux de faire le guet. Titi raconte comment, par leurs cris et le battement de leurs ailes, les oies sacrées de Junon ont donné l'alerte contre une attaque nocturne de Gaulois et assuré ainsi la victoire militaire des Romains. Les autres guetteurs, en revanche, n'avaient rien vu, n'avaient rien entendu. C'était notamment le cas des chiens. On sait par Pline l'Ancien que l'événement capitolin fut célébré chaque année glorieusement pour les oies, dont une descendante était transportée sur une luxueuse litière, cruellement pour les canidés, puisque des chiens étaient crucifiés vivants, payant ainsi pour la négligence de ceux de leur espèce qui n'avaient pas aboyé quand le Capitole était menacé. 2000 ans plus tard, même si les animaux alerteurs n'ont pas disparu, ce sont de plus en plus des alerteurs algorithmiques qui travaillent pour notre compte. Songeons aux objets connectés que nous avons tous, et surtout sur notre compte, notamment en faisant de l'informatique prédictive. Ceci étant, au moins deux importantes différences séparent la situation où l'alerte est le fait d'un homme et celle où elle provient d'un animal ou d'un robot. La première différence, c'est l'indétermination dans laquelle se trouve l'alerteur humain. En l'état de nos connaissances scientifiques, l'indétermination, en effet, c'est le propre de l'homme. L'animal et le programme informatique ne se demandent pas s'il faut ou non signaler le danger. L'homme, lui, généralement, se pose cette question, hésite et réfléchit. Les faits, objets de l'alerte, sont-ils avérés? Quelles vont être les conséquences de l'alerte pour lui, alerteur, et pour les autres personnes? Il y a aussi une autre différence importante entre ces deux alertes, celle qui est humaine et puis les autres. C'est une différence évidemment juridique. Le droit ne s'adresse pas à l'animal ou à la machine, mais à son maître pour lui imposer des règles tirées du droit pénal et du droit civil lorsque les cris de l'animal nuisent au voisinage, des règles tirées de la loi informatique et liberté ou du code du travail lorsque l'alerte peut être donnée par une machine. En revanche, lorsque l'alerteur est un être humain, c'est lui qui répond, moralement et juridiquement, de son alerte. Ceci étant, peut-on considérer que toute personne qui prévient d'un danger imminent est un lanceur d'alerte? Si le mot « alerte » a plusieurs siècles d'existence, le concept lanceur d'alerte, lui, est très récent, même si ce qu'il représente est évidemment ancien. Dans notre langue, il est apparu au cours des dernières lueurs du XXe siècle. On le doit, semble-t-il, à des juristes du CNRS et à des sociologues de l'École des hautes études en sciences sociales. Quelques années plus tard, il a été repris par d'autres chercheurs et popularisé par des journalistes et des militants associatifs avant d'être consacré par des instances internationales et par le législateur français. Mais que recouvre-t-il? Si l'on semble généralement d'accord pour le différencier du délateur, c'est-à-dire de celui qui alerte mû par un intérêt personnel avéré, jalousie, vengeance, appât du gain, afin de souligner le caractère désintéressé de son intervention, force est de reconnaître qu'il reste encore beaucoup de candidats à l'appellation lanceur d'alerte. Certains y mettent pêle-mêle Martin Luther dénonçant les erreurs de la papauté, l'informaticien d'une banque suisse transmettant à la justice française des données bancaires de milliers d'évadés fiscaux présumés, les militants d'une ONG escaladant les murs d'une centrale nucléaire. D'autres s'attribuent volontiers ce titre flatteur au regard de l'opinion publique, telle cette ancienne ministre qui, signalant la faiblesse du budget de l'écologie, proclame « J'assume ma responsabilité d'être une lanceuse d'alerte ». En définitive, cela fait beaucoup de monde et, devenu fourre-tout, le concept perd tout caractère opérationnel au regard du droit.
Un choix s'impose donc afin de distinguer ce qui est critique de ce qui est alerte. Il nous semble pouvoir être fait ce choix en faveur de la définition du lanceur d'alerte retenue récemment par le Conseil de l'Europe dans une recommandation de 2014. Pour cette organisation internationale, le lanceur d'alerte est la personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, qu'elle soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l'intérêt général. Ce sont ces signalements ou ces révélations qui vont, le cas échéant, permettre le déclenchement d'une action en responsabilité dans un but d'intérêt général. Bien entendu, ce n'est pas le lanceur d'alerte qui la déclenchera, cette action, mais c'est celle ou celui qui est habilité à le faire, là où les victimes, éventuellement regroupées au sein d'une action de groupe, ou, bien sûr, et éventuellement les autorités en charge de la défense de l'intérêt général. Il se peut aussi que l'action en responsabilité soit dirigée contre le lanceur d'alerte. En effet, alerte et risque forment un couple souvent indissociable. En signalant, l'individu fait un choix. Parfois, il tranche entre garder sa tranquillité et être exécuté professionnellement, si ce n'est physiquement. Souvenons-nous de la chanson « La vérité » dans laquelle Guy Béart prévient que le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. Lancer une alerte, c'est donc presque inévitablement prendre des risques. C'est pourquoi il est important que le lanceur d'alerte potentiel connaisse les règles qui s'appliquent afin qu'il puisse sonner le tocsin à bon escient. Notre droit connaît pléthore de règles s'appliquant aux lanceurs d'alerte. Un premier ensemble de règles est ancien, ce sont des règles qui assurent la liberté d'expression et donc la transparence dans une démocratie, mais ce sont aussi les règles qui protègent l'opacité, qui protègent le secret. Ces règles ne sont pas spécifiques aux lanceurs d'alerte, elles peuvent s'appliquer à son cas comme elles peuvent aussi s'appliquer à d'autres situations. Ce premier ensemble de règles, nous les appellerons celles de la démocratie 1.0. Il y a aussi un autre ensemble de règles, ce sont des règles qui sont en lien avec des préoccupations qui habitent les démocraties occidentales en ce début du XXIe siècle. En effet, on prend de plus en plus conscience que la production sociale de richesse forme un couple avec la production sociale de risques. Ces risques sont de toutes sortes, environnementaux, sanitaires, socio-économiques, financiers. N'appellent-ils pas à la mise en place de vigies, en somme de lanceurs d'alerte, pour empêcher qu'ils ne se réalisent, ou afin d'en limiter les effets s'ils viennent à se réaliser? Et si de nouveaux lanceurs d'alerte apparaissent, si le législateur encourage les citoyens à prendre une telle responsabilité, il revient aussi au droit d'assurer leur protection. Cette prise en compte du risque invite à revisiter peut-être l'idée de responsabilité, ou plutôt à la compléter à la suite de Paul Ricoeur. La responsabilité, ce n'est plus uniquement la réparation des dommages causés, mais c'est aussi faire preuve d'anticipation, c'est-à-dire faire en sorte que le dommage ne se réalise pas, ou tout au moins diminuer le plus possible le risque de sa réalisation et l'ampleur de ses conséquences. En d'autres termes, c'est l'anticipation, la vérification de la conformité de l'entreprise ou de l'organisation au droit qui lui est applicable. Cette nouvelle approche favorise la mise en place de droits d'alerte spécifiques, et ces règles, en opposition aux précédentes, nous les appellerons celles de la démocratie 2.0. Alors j'irai très vite sur la première partie, le lanceur d'alerte et la démocratie 1.0. La démocratie est indissociable des idées de transparence et d'opacité, de transparence des institutions dans leur façon de fonctionner et d'opacité en ce qui concerne la vie privée du citoyen. La transparence ne va pas de soi, car le pouvoir s'exerce plus facilement dans l'ombre que dans la lumière. La liberté d'expression est donc un cadre qui peut servir à l'individu, épris d'intérêt général, pour dénoncer ce qui peut gravement nuire au corps social. Ce faisant, il contribue à alimenter la confiance que les citoyens ont dans leurs institutions. Toutefois, il y a à cela une limite due à une autre confiance, celle que l'on fait à autrui lorsqu'on lui livre des éléments de sa vie privée, lorsqu'on porte à sa connaissance des faits qui relèvent de l'intimité. Et dans ce dernier cas, la confiance suppose l'opacité et le secret. L'alerteur est alors, en principe, muselé. Alors, concernant tout d'abord le lanceur d'alerte et la transparence démocratique, on a de multiples illustrations à travers la jurisprudence de protection du lanceur d'alerte dans le cadre de la liberté d'expression. On a des exemples donnés par la jurisprudence française. Bon, j'irai très vite, je cite
l'arrêt le plus topique en la matière, qui est une décision de la Cour de cassation rendue dans l'affaire Claveau. Claveau étant un salarié d'une entreprise fabricant des pneumatiques dans la région de Clermont-Ferrand, et il avait dénoncé à travers la presse les conditions de travail, mais aussi des risques que certaines fabrications faisaient courir à des pneumatiques pour des avions. Il a été licencié, s'en est suivi une longue procédure, et à la fin, devant la Cour de cassation, il a obtenu gain de cause, et son licenciement a été annulé, et il a été réintégré. La Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg, nous donne aussi de nombreuses illustrations de protection du lanceur d'alerte à travers l'utilisation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire l'article qui se rapporte à la liberté d'expression et qui est une brique absolument fondamentale dans ce dispositif. Alors, il y a des cas où, effectivement, le lanceur d'alerte, connaissant le danger, ne va pas pouvoir... lanceur d'alerte potentiel ne va pas pouvoir s'exprimer, c'est lorsqu'il y a un secret qui le lie. Alors, il y a différentes sortes de secrets. Je dirais juste quelques mots sur peut-être le plus connu d'entre eux, qui est le secret professionnel. Un certain nombre de personnes sont astreintes à ce secret et ne peuvent le violer sous peine de sanctions pénales. Il y a néanmoins des cas où le lanceur d'alerte a un choix, une option de conscience, et il peut licitement soit garder le secret, soit le divulguer parce qu'il y a un fait justificatif. Et dans certains cas même, tout au moins dans un cas, il a le devoir de transgresser le secret parce qu'il y a un danger très grave qui pèse sur une personne. Alors, je n'en dirai pas plus pour pouvoir passer et avoir encore quelques minutes pour parler de ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire le lanceur d'alerte dans le cadre de la démocratie 2.0. Ce sont sans doute les États-Unis d'Amérique qui ont été les premiers à mettre en place des dispositifs pour sécuriser les lanceurs d'alerte. La loi la plus emblématique étant probablement celle du 30 juillet 2002, plus connue sous le nom de loi Sarbanes-Oxley ou loi SOX. C'est une loi qui a fait suite à la faillite de grands groupes dont les comptes, bien que régulièrement contrôlés et audités, s'étaient finalement révélés des comptabilités erronées, infidèles, voire mensongères. Et cette loi a obligé les plus grandes entreprises ayant leur siège sur le sol américain, ainsi que leurs filiales à l'étranger, donc en France, à mettre en place un dispositif d'alerte professionnelle. Alors c'est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui nous donne la définition d'un dispositif d'alerte professionnelle. Elle dit que c'est un système mis à la disposition des employés d'un organisme public ou privé pour les inciter, en complément des modes normaux d'alerte sur les dysfonctionnements de l'organisme, ce dont je parlerai tout à l'heure, à signaler à leur employeur des comportements qu'ils estiment contraires aux règles applicables et pour organiser la vérification de l'alerte ainsi recueillie au sein de l'organisme concerné. Alors, je vais aller un peu plus vite, puisque je suis presque en situation de dépassement de mon temps. En ce qui concerne les droits d'alerte spécifiques en droit français, eh bien, on a des dispositifs qui sont prévus par le Code du travail, notamment à travers les représentants du personnel, mais pas uniquement, des dispositifs prévus par le Code de commerce avec les commissaires aux comptes, par le Code de la santé publique, des dispositifs mis en place aussi par les entreprises et encadrés par la CNIL, notamment à travers une autorisation unique. Et puis, on s'aperçoit, une fois qu'on a vu ces différents droits d'alerte spécifiques, qu'il y a peut-être un besoin de réforme et d'enrichissement.
J'en arrive donc à mon grand B de ma communication, grand B de la deuxième partie. Réformer, c'est-à-dire que notre dispositif globalement aujourd'hui comporte des insuffisances, comporte des trous, et on pourrait peut-être le revoir pour l'améliorer, notamment à la lumière de droit étranger. Donc on aurait besoin de compétences de comparatistes. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de propositions pour avoir de nouveaux droits d'alerte spécifiques, propositions qui se trouvent dans la proposition de loi sur le devoir de vigilance dont on a parlé hier, proposition mais qui est à mon avis un peu folklorique, je pourrais en dire plus lors de la discussion dans le projet de loi relative au renseignement, proposition aussi du Conseil d'État en ce qui concerne l'alerte en matière de protection des données à caractère personnel, c'est un rapport de 2014 du Conseil d'État, et puis proposition aussi d'ONG, notamment de Sherpa, qui a fait 46 propositions l'an dernier, dont certaines se rapportent aux lanceurs d'alerte. Alors à titre de conclusion, je pense effectivement que le dispositif que nous avons mérite d'être revu, que le rôle du législateur national est essentiel, puisque c'est lui qui exerce la souveraineté, il est essentiel qu'il intervienne en matière d'alerte, mais que cela, c'est souhaitable en tout cas, se fasse en articulation avec d'autres niveaux, que ce soit au niveau régional, donc pour nous Européens, et si possible au niveau des Nations Unies. Je vous remercie.